dans la rue à tout moment. C'est un peu de cette manière que la colère du pays s'exprime? Pas tout le temps, il faut distinguer. Lors de la démission de l'élu de Saint-Brévin, c'était politique. C'était quand même politique, il était visé pour des raisons politiques. Mmh. Le point, c'est qu'il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est que de toute façon, les élus sont visés comme tous les Français, comme les policiers et les pompiers. C'est-à-dire que comme la société est de plus en plus violente et de plus en plus radicale, il est normal que les élus soient touchés, ils ne sont pas épargnés, d'autant plus que les élus qui sont victimes de violences sont souvent les élus de première ligne. C'est les élus locaux, c'est les permanences parlementaires, donc ceux qui sont en proximité, en première ligne, en contact avec les citoyens. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui est directement ciblé ou Elisabeth Borne qui sont davantage protégés. Donc la question qui se pose, c'est comment faire pour protéger ces 500 000 à 600 000 élus? Moi, je pense, et vous évoquez les actions proposées par Elisabeth Borne, elle ne pourra pas mettre un policier derrière chaque élu. De toute façon, ce ne sera pas justifiable auprès de la population. Vous ne pouvez pas dire on va davantage protéger les élus que les Français en globalité qui sont également victimes de violences. Le deuxième point que je vois, c'est celui qu'a souligné Judith Ventraube, c'est que de toute façon, les gens se permettent davantage d'actions violentes parce que ces actes violents ne sont pas sanctionnés. Ce qui se joue dans un principe de la justice, c'est que vous êtes effrayé par commettre un acte ou commettre un acte répréhensible uniquement si vous avez la certitude de la sanction. Vous ne commettez pas tel acte parce que vous vous dites je vais être sanctionné, je vais être mis en prison, je vais avoir une amende, etc. Tant qu'on n'a pas une certitude de peine, ces actes se poursuivront. Avec les services de police, notamment quand un élu est agressé. Je ne comprends pas cette logique, ça ne sert à rien, ça sert strictement à rien. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir créé ça, ce centre d'analyse, il sert strictement à rien. Le point essentiel, c'est comment on fait pour limiter les violences en France, que ce soit les élus, les fonctionnaires et tous les représentants de l'État. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à ça, on n'y arrivera pas. Donc on a déjà parlé de la police, on a déjà parlé de la justice, et ensuite après il y a des raisons qui sont spécifiques aux élus, comme l'ont développé Raphaël Steinville et Judith Ventraube. Les élus, de toute façon, reçoivent, comme toutes les formes d'autorité de l'État, la désacralisation du pouvoir. Et donc ils sont visés comme tous les autres, comme les policiers, les pompiers, etc. Quand un citoyen est mécontent, les citoyens consommateurs, parce qu'il n'a pas ce qu'il veut, il n'a pas eu son job municipal, il n'a pas eu sa place en crèche, etc., il va voir l'élu et il va lui dire si tu ne me donnes pas la place, c'est ta faute. Et le maire en question, comme ça a été très bien analysé, il n'a plus les moyens financiers, il a des moyens budgétaires limités, et donc souvent, il est obligé de refuser davantage qu'il pouvait le faire il y a 20 ou 30 ans, parce que les moyens d'une collectivité territoriale ont baissé. Et en conséquence, la personne en face, qui d'habitude pouvait se plaindre, soit par le vote, en votant pour son opposant, soit en l'agressant verbalement, maintenant emploie des méthodes qui sont beaucoup plus Réaction plus qu'épidermique. Donc éventuellement, il brûle sa maison. Le but, au-delà d'éviter le trouble de l'ordre public, William T, c'est uniquement une stratégie politique il faut taper sur l'extrême droite, c'est pour ça que Gérald Darmanin a décidé de le faire. Rappelé, il a une stratégie politique parce qu'il espère secrètement même pas secrètement, avoir Matignon, et il est bloqué par l'aile gauche de la majorité qui ne veut pas de lui parce qu'il est trop à droite ou trop marqué, comme l'a dit Judith Ventraube, en train de courir derrière le Rassemblement national. Ensuite, après, comme ministre de l'Intérieur, il a une philosophie, Gérald Darmanin, c'est celle de suivre, celle de l'action de Nicolas Sarkozy. Et l'action qui a été menée, à la différence de Nicolas Sarkozy, est différente. C'est-à-dire que Sarkozy disait il faut avoir des chiffres. Il disait ce qu'on appelle la politique du chiffre. C'est-à-dire qu'il faut sanctionner, il faut mettre des gens en prison juste pour augmenter ce qu'on appelle le chiffre. Darmanin est sur une logique différente. On tente, donc parce que j'essaie, j'existe. Et donc il essaie, et quitte à ne pas marcher, de toute façon, l'exigence, comme on l'a rappelé tout à l'heure, d'historien est tellement faible envers la classe politique qu'on peut accréditer quelqu'un d'avoir juste essayé. Je vais prendre un exemple. Emmanuel Macron, qui est président de la République, n'a eu quasiment aucun succès international, aucun succès européen depuis le début de 2017. Et pourtant, dans les sondages d'opinion, on dit qu'il représente très bien l'image de la France à l'étranger et à l'Europe. Alors que si quelqu'un est capable de me déterminer un seul succès d'Emmanuel Macron à l'Europe ou à l'international, c'est chapeau à l'artiste quand même. Donc Darmanin essaie et espère que les gens vont lui dire bravo, au moins t'as essayé. En plus, ça lui coûte strictement rien parce qu'électoralement, l'ultra-droite, ça pèse quasiment peanut et ça lui permet éventuellement d'espérer accrocher Matignon si par cas les autres trébuchent comme Elisabeth Borne. Est-ce que cela veut dire de notre majorité, la discussion semble assez mal engagée tout de même? Moi, je pense que c'est pas dans l'air du temps. Elle a 30 ans de retard. Elle aurait dit ça il y a 30-40 ans, ça aurait été génial. Là, maintenant, elle a 40 ans de retard. Je vais expliquer pourquoi. Il y a 3 sujets principaux sur l'immigration. Le premier, c'est la question de la stratégie de la politique migratoire. Le 2, c'est ce qu'a dit Raphaël Steinville sur les verrous de notre politique migratoire. Et 3, c'est l'action diplomatique. Sur la question de la politique migratoire, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique quelle est la stratégie de politique migratoire en France et en Europe. Si vous me demandez quelle est la stratégie migratoire aux États-Unis, on comprend avec la carte verte. Idem au Canada. Il faut une question de guerre des cerveaux. Ils veulent les meilleurs talents, chinois et indiens, pour venir chez eux. De même pour le Royaume-Uni, de même pour la Chine, le Japon, qui ferment la politique migratoire parce qu'ils ont déjà cette population. Nous, par contre, qu'est-ce qu'on fait? On fait la pire stratégie migratoire de tous les temps. On exporte nos bac+7 pour importer des bac-5. C'est-à-dire qu'on prend des gens qui viennent sur le territoire français, qui n'ont aucune chance de s'intégrer sur notre politique économique. On a un taux de chômage qui est de 15 à 20% sur les métiers dits sous-qualifiés.
et on fait venir des gens qui n'ont aucune chance de s'intégrer dans le milieu économique. Et donc, comme l'a dit... Pas tous, William T. Non, pas tous, mais en général. Et c'est ce que démontre Christophe Guilluy dans Le Temps des gens ordinaires, c'est-à-dire que des gens viennent de façon communautaire, ils viennent dans ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, ils ne trouvent pas d'emploi et en conséquence, ils trouvent un chemin dit alternatif dans le trafic de drogue et dans la criminalité. C'est ce qui se passe concrètement, vous demandez à tous les policiers et ça a été démontré également par Christophe Guilluy. Le deuxième point qu'on doit mettre en place, donc au-delà de la stratégie de la politique migratoire, moi je pense qu'on a une stratégie qui est possible. Il faut viser le haut, la guerre des cerveaux, donc faire venir des gens qui nous apportent pour faire notre projet qui est la France industrielle et de savants, pour faire de la montée de gamme et du nivellement par le haut plutôt que du nivellement par le bas. Le deuxième point, c'est les verrous. On a des verrous internes, on a des verrous européens. Sur le verrou interne, on a les juges qui nous sabotent de l'intérieur avec les associations migratoires qui sont payées par l'État pour défendre les migrants contre l'État français. C'est-à-dire que vous avez quand même un sketch auquel l'État donne de l'argent à des gens pour qu'ils fassent des procès contre la France. C'est quand même fantastique. Et ensuite, après, vous avez les juges européens qui, de toute façon, encouragent la liberté de circulation des personnes, le droit d'asile, etc., parce que c'est au cœur des traités européens et donc ils ne changeront jamais. Le regroupement familial, etc., tant que vous ne changez pas les traités européens, ce ne sera pas possible. Et un dernier point, qui est le plus difficile, c'est la politique diplomatique auquel il faut dire au pays du Maghreb, on est prêt à revenir sur les traités qu'on avait passés à l'époque de la décolonisation parce qu'ils n'ont plus de sens et si vous voulez retrouver notre destin, eh ben on vous le rend, mais en échange, on rompt tous les traités. En effet, pour ceux-là, principalement, ils sont 20 à 40 000. C'est particulièrement difficile de revenir sur son lieu de travail. Je pense que c'est pas simple pour eux, d'autant plus qu'ils ont été les boucs émissaires de la politique du gouvernement. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas dire on était certain des effets de la Covid, justement parce que c'était une maladie nouvelle. Et en cohérence, le gouvernement n'a pas dû être si catégorique sur le sort des médecins et des personnes qui ont refusé de se vacciner, comme l'a très bien appelé Judith Ventraume. Et je pense qu'en fait, le gouvernement, s'il a refusé de les réintégrer plus tôt, c'est non pas parce que les mises à jour des connaissances scientifiques s'est faites, c'est uniquement parce qu'il voulait trouver un bouc émissaire, comme c'est le cas souvent de la politique d'Emmanuel Macron. Il faut toujours trouver un bouc émissaire. C'est soit la faute du personnel soignant, soit c'est la faute des obèses qui refusent de se vacciner, etc. Donc il fallait toujours trouver un bouc émissaire pour justifier la politique gouvernementale. Là maintenant, moi je suis partagé sur la réintégration, pour 2 points. La première, c'est la capacité de ces personnes-là, parce qu'il y a eu un clivage qui a été instauré par le gouvernement, entre ceux qui ont accepté de se faire vacciner et ceux qui ont refusé. Donc est-ce que les personnes qui ont refusé de se faire vacciner pourront travailler efficacement avec ceux qui ont accepté de le faire, même contre leur gré ? Et donc c'est une question qui se pose parce qu'il y aura un traitement différencié. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont accepté de le faire et l'autre qui n'ont pas accepté de le faire. Le deuxième point que je vois, c'est que quand vous regardez les grandes transformations mondiales, c'est le fait qu'avec le développement intensif de l'agriculture, touche à la biodiversité et ça rapproche l'espèce humaine de l'espèce animale. Donc on aura de plus en plus de maladies comme le Covid. Et si par cas vous avez de maladies de plus en plus comme celle-ci, est-ce que vous pouvez consciemment avoir du personnel soignant qui refuse de se vacciner alors que la seule logique pour lutter contre ces futures maladies, ce sera de développer des vaccins de plus en plus rapides. Oui. Ce sera une question qui se pose et moi je ne sais pas si on peut garder à long terme des personnes là. Est-ce qu'il faut pouvoir les réintégrer parce qu'ils ont besoin d'un travail, ils se sont engagés quand même pour la France, etc. Je pense que oui, et notamment se posera la question de l'indemnisation pour eux. C'est ce que, comme ils ont eu 2 ans de période d'inactivité, se posera la question de l'indemnisation. Ensuite après, est-ce qu'à long terme on peut garder des gens qui refusent de se vacciner dans des centres médicaux? Je ne suis pas sûr. Ils sont des médecins faisant fi de... C'est que dans les années à venir, avec le développement de l'agriculture, en fait, on a un problème sur la biodiversité. Il y aura des problèmes de Covid, il y aura des problèmes de Covid similaires dans les années à venir. Et donc, du coup, le seul moyen de lutter contre ça, c'est de créer des vaccins de plus en plus rapides. Et donc, les gens auront un problème de conscience sur les vaccins dans les années à venir. Problème similaire, mais donc, on risque d'avoir... Exactement, la question de la suspension qui va être posée pour eux dans 2-3 ans. C'est pas ce que j'allais dire. On risque d'avoir aussi, pour ces autres maladies, ces autres épidémies, un vaccin qui est efficace pour protéger des formes les plus graves, mais pas efficace... Non, ça, c'est pas parce contre la propagation. Parce que alors qu'est-ce qu'on fait? On recommence à dire vous risquez de contaminer alors que c'est pas vrai. Ce que disent les personnes, c'est qu'on a le contact plus accru entre l'espèce humaine et l'espèce animale va conduire à des développements et des propagations. J'ai compris. Donc, mais en quoi ça rend les futurs vaccins plus efficaces pour lutter contre la contamination? C'est pas parce qu'on ne connaît pas, la maladie qui sera transmise entre les animaux touchés et les personnes, et donc on ne connaît pas la maladie, et donc du coup, en conséquence, si on ne connaît pas la maladie, on ne connaît pas le vaccin. Et le vaccin, peut-être qu'il sera plus efficace, peut-être qu'il sera moins efficace, j'en sais rien du tout. Peut-être qu'il ne sera pas efficace du tout. Donc, instaurer par principe l'exclusion des gens qui refuseraient de se faire vacciner. Je suis même sidéré que vous puissiez vous poser cette question en ces termes-là. Moi, je
pense qu'il faut prévoir l'avenir. C'est d'une violence absolue. Et si on en revient juste à ces personnels soignants qui ont été écartés sans indemnité pendant... j'en ai parlé. Non, vous en avez parlé. Ouais. Mais ce qui est ahurissant, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, ça fait un mois déjà que François Braun a annoncé leur réintégration. Le décret, il a fallu encore attendre un mois, alors que toutes les alertes ont été levées. Mais la question de l'indemnisation de ce personnel soignant qui n'ont jamais été payés, qui n'ont reçu aucun traitement, ils ont été condamnés à une mort sociale et pour certains, ils vivent des difficultés immenses. Et aujourd'hui, vous pensez raisonnable qu'on puisse imaginer... mélanger un. Non, mais je mélange rien du tout. C'est que depuis notre plateau, on arrive à... j'ai rappelé déjà, premièrement, j'ai rappelé que le gouvernement les avait pris comme bouc émissaire. Ça, c'est mais très bien. Le deuxième point, c'est que je dis qu'ils avaient bénéficié d'un traitement discriminatoire dans la mesure ils n'ont pas reçu de traitement, alors que des personnes qui ne sont pas de nationalité française reçoivent des indemnités comme le RSA, alors que les personnes nationales n'en ont pas bénéficié. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que je pense que plutôt que de faire de la politique conjoncturelle, donc de l'émotion, il faut imaginer le monde à long terme. Si on pense qu'il y a des crises sanitaires qui vont venir dans les années à venir. Faire de la prévention. Donc c'était une erreur de les suspendre, mais il faut recommencer. Non, mais en fait, c'est pas bien compris. Ce que dit William T est frappé du coin du bon sens. Et je pense qu'à long terme, la question se reposera. Et pour éviter cette question, peut-être qu'il faut les orienter vers si la pandémie le dénoncerait sans doute, parce que ça c'est interdit par le droit du travail, mais on le dénoncerait sur ce plateau. Ça existe pour les vaccins qu'on connaît et dont on connaît l'efficacité, pas pour les futurs vaccins dont on ne mesure pas l'efficacité. Nous, on travaille sur les politiques sanitaires de la Chine, du Royaume-Uni et des États-Unis. Ce que eux disent dans tous les rapports, dont celui de la CIA, c'est que les crises sanitaires vont venir, comme celle du Covid, de manière plus récurrente et de manière plus simultanée. Donc ça va s'intensifier. Et le seul moyen de lutter contre ça, c'est des vaccins. Si en cohérence, des personnels soignants refusent les vaccins, c'est-à-dire qu'ils mettent en doute le seul moyen d'action qu'on a à l'heure actuelle dans des crises qui vont être de plus en plus récurrentes. Moi, je dis que la politique, souvent, a été non pas imaginée à long terme, mais sur des besoins conjoncturels. Pour essayer de vous mettre d'accord, en tout cas. Aller imaginer à long terme, c'est de dire en sorte, 2 personnes, vous avez été traitées injustement, vous avez le droit d'être indemnisé, mais le mieux pour vous, dans les années à venir, comme la crise risque de se répéter, trouver un nouveau métier et l'État vous aidera à vous former pour faire autre chose d'autre. Tout le monde est d'accord pour le résultat sportif. Moi, je vois plusieurs points. Le premier, c'est qu'on a utilisé le sport pour transmettre des messages, lutter contre les discriminations, le racisme, l'homophobie, etc. Et je pense que de plus en plus de joueurs refusent que le sport soit utilisé à des fins politiques, notamment, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que quand vous jouez au foot, moi je l'ai fait il y a 20 ans, il y avait déjà ces problèmes-là. Lorsque vous manquiez une passe, même lorsque vous n'étiez pas homosexuel, on vous disait « sale huc, t'as manqué ta passe ». Donc il y avait un problème non seulement religieux, mais surtout en fait culturel. Parce que ces personnes, notamment qui proviennent d'une certaine culture et d'une certaine religion, pensent qu'être homosexuel, c'est être anormal, être différent, donc il excommunie. Et ça pose la question à la fois dans le sport et le développement, c'est ce qu'a très bien rappelé le témoignage, c'est qu'en fait, je pense qu'auprès du sport professionnel, ça ira. 90-95% des gens seront obligés de suivre. Par contre, vis-à-vis du sport amateur, comment faire pour faire en sorte que les personnes qui sont homosexuelles... Et on l'a vu avec les arbitres, le sujet d'hier sur les arbitres, sur cette partie du monde, William T, la politique d'Erdogan également. De toute façon, Erdogan est arrivé au pouvoir il y a 20 ans sur fond d'inflation et sur fond de problèmes économiques. Et 20 ans plus tard, il risque d'être battu sur fond d'inflation et de problèmes économiques et de mauvaise gestion de l'État, des différentes crises, notamment du séisme. Je pense qu'Erdogan a une chance d'être battu, mais on ne sait pas pour plusieurs raisons. La première, c'est l'importance du vote religieux, notamment au sein de la Turquie, parce que quand vous êtes sur les extrémités, ça vote très pour son opposant, mais à l'intérieur des territoires, c'est déjà le contrôle du scrutin est déjà plus difficile. Et en plus, il y a un vote communautaire qui est très important en faveur d'Erdogan, qui est plus compliqué. Le deuxième point, c'est qu'il a quand même bien verrouillé en 20 ans, et son parti a bien verrouillé les différentes communautés locales. Donc, il y a peut-être des risques de fraude de manière... Voilà, il y a peut-être des risques de fraude. Ensuite, après, donc ça, c'est sur la question électorale. Sur la question de la géopolitique, c'est qu'en fait, Erdogan a été élu sur des problèmes économiques et il a répondu dans les premières années lorsqu'il était Premier ministre. Et plus il avait de difficultés économiques, plus il se reposait sur 2 fondamentaux de sa politique, l'islamisme et un anti-occidentalisme pour rappeler une politique ottomane. Ce que veut faire Erdogan, c'est comme Vladimir Poutine, la renaissance de son empire, donc l'empire ottoman, qui repose sur 2 piliers, l'islamisme et un anti-Occident qui s'est exprimé, notamment avec la crise en Syrie, auquel il a joué clairement contre les Français et les Américains, en Syrie, à Daesh, etc. Et là, actuellement, notamment contre la Russie, avec l'invasion en Ukraine. Donc, si Erdogan perd, on aura peut-être une politique extérieure qui sera plus favorable, notamment sur la gestion des migrants en faveur de l'Union européenne, parce que son opposant a promis de revoir le dialogue avec l'Union européenne. Et l'autre point, notamment sur la question des migrants, l'autre point qui peut être important pour les 85 millions de Turcs,
c'est que son opposant est un défenseur de la laïcité. Donc si Erdogan perd, ils ne seront peut-être pas soumis à une pression religieuse qui est maximale de la part du pouvoir d'Erdogan. Si